Jusqu'où la violence dans les Antilles va-t-elle aller? En Guadeloupe, le couvre-feu est prolongé après une 5e nuit de colère. Et il y a 2 jours, la contestation a gagné la Martinique où une enquête a été ouverte. Des policiers ont été visés par des tirs à balles réelles. Aux États-Unis, le procès très médiatisé du meurtre d'Ahmaud Arbery se poursuit. En toile de fond, le racisme. En ce moment, le jury délibère. Nous retrouverons notre correspondant Mathieu Mabin. Et le prix est astronomique, 11 600 000 € pour des travaux d'Albert Einstein, 54 pages rédigées en 1913 et 1914. La vente aux enchères, commencée à 1 500 000 €, s'est envolée en quelques minutes. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France 24. Et on commence avec la situation aux Antilles françaises et cette crainte d'une nouvelle nuit de violence. Lundi soir, sur les 2 îles, des membres des forces de l'ordre ont été pris pour cible par des tirs d'armes à feu. Aucun blessé. On fait le point avec nos confrères de France 2, Jocelyn Debrow et Émilie Denis. Des barrages en flammes sur les ronds-points de Martinique, avec des véhicules et des pneus qui brûlent. Une première nuit de tension à Fort-de-France, marquée par ces impacts de balles sur ce véhicule de police. Des tirs à balles réelles qui ont aussi visé cette voiture banalisée. C'est innommable. On peut avoir les revendications qu'on veut. De là à sortir les armes, à générer des situations où il pourrait y avoir un policier ou un manifestant blessé, c'est totalement anormal. La justice a ouvert une enquête pour tentative de meurtre. Ce matin, certains habitants du quartier se sont réveillés le cœur lourd, avec la volonté d'appeler au calme. C'est un sentiment d'écœurement. Et en tant qu'habitante et enfant du quartier, je crois que là, on a franchi une limite là qu'il faut très vite redresser. La Martinique inquiète après une soirée de violence, tandis qu'à 200 km de là, en Guadeloupe, le dispositif policier est toujours aussi important dans les rues de Pointe-à-Pitre. Malgré une nuit plus calme que les précédentes, selon la préfecture, la tension reste forte. Les policiers ont été visés par des tirs, comme on peut l'entendre sur cette vidéo. On entend bien les répétitions qui sont caractéristiques d'une arme automatique, je dirais. Ce policier fait partie d'un des équipages pris pour cible. En observant autour de moi, j'ai constaté que la voiture avait été impactée. Donc forcément, on a un petit effet de sidération et là, vous respirez, effectivement, vous pensez à votre famille. Face à cette situation tendue, au couvre-feu et au blocage à répétition, certains Guadeloupéens espèrent du changement. Je commence à être fatigué de rester chez moi, d'être enfermé, quoi. Mais le combat est juste. Mais il faut que ça bouge, hein, parce qu'il faut que l'économie reprenne. Il faut que plein de choses reprennent. On ne peut pas rester comme ça. Un contexte toujours compliqué alors que l'essence commence à être rationnée dans certaines parties de l'île. Est-ce une défaillance technique ou une erreur humaine? Pour l'instant, le mystère reste entier pour ce car qui a pris feu en Bulgarie sur une autoroute après avoir touché la glissière de sécurité. Le bilan est lourd, 46 personnes dont 12 mineurs, la plupart des citoyens de Macédoine du Nord. Pris au piège par les flammes, ils sont morts calcinés. Seuls 7 passagers ont pu s'en sortir. La Macédoine du Nord a décrété 3 jours de deuil national. Je vous le disais, en titre aux États-Unis, en ce moment, le jury du procès du meurtre de Ahmaud Arbery délibère. Sur le banc des accusés, 3 Américains blancs, Travis McMichael, 35 ans, son père Gregory et leur voisin William Bryan. Ils disent avoir pris le jogger noir pour un cambrioleur. Un nouveau procès teinté de racisme. On retrouve notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Rendez-vous sous même très haute tension auquel nous assistons en ce moment dans ce petit tribunal de Glynn County, Géorgie. Beaucoup d'observateurs de la vie politique américaine considèrent que si l'affaire Arbery était sortie avant l'affaire George Floyd, dont il n'est pas la peine de rappeler le fond, c'est bien l'histoire de ce jeune Afro-Américain qui se serait imposé comme le symbole de la lutte contre les inégalités et les violences racistes aux États-Unis. Vous vous en souvenez, Ahmaud Arbery, et vous l'avez évoqué, était parti faire son jogging ce jour-là. En chemin, le jeune homme s'est arrêté tout simplement pour observer l'avancée des travaux d'une maison en construction. La maison était sous vidéosurveillance et s'est alors répandue dans le voisinage, comme c'est extrêmement courant ici aux États-Unis, la rumeur selon laquelle un garçon noir avait commis une violation de propriété privée et était reparti en courant. Il n'en a alors pas fallu beaucoup plus pour les 3 accusés que vous venez de citer, un ancien policier, son fils et un de leurs amis, pour se mettre en chasse
littéralement avec la ferme volonté d'interpeller celui qui, pour eux, sans aucun doute, était déjà un délinquant. Vous connaissez la suite de l'histoire. Hamoud a bien essayé de se débattre pour échapper aux 3 hommes armés et montés sur des pick-up, mais il a été abattu comme un chien, pour reprendre les mots de sa mère présente au procès. Les FARC ne feront bientôt plus partie de la liste noire américaine des organisations terroristes étrangères. Une décision qui intervient à la veille du 5e anniversaire des accords de paix qui ont mis fin à la guerre en Colombie. Une paix fragile car le pays est toujours divisé. Des dissidents des FARC ont repris les armes. Antonio Guterres, en visite dans le pays, s'inquiète de ces agissements. Retour sur ce conflit avec Marc Pope et Tanadji. Tout commence le 27 mai 1964 dans la campagne colombienne. Un groupe de paysans, emmené par Manuel Marulanda Vélez, repousse une offensive de l'armée contre la ville de Marquetalia, alors considérée comme une république indépendante d'influence communiste. Les FARC sont nés. En juin 1964, nous avions déjà un programme qui a été diffusé dans toute l'opinion publique et auquel un certain nombre de mouvements révolutionnaires ont adhéré, et avec lequel ils sont d'accord. Nous continuons de combattre pour ce programme. Au fil des années, l'organisation se structure, s'arme et se renforce. Les attentats et les assassinats se multiplient. Les années 80 marquent un tournant avec le début des enlèvements et du trafic de drogue pour financer la rébellion. Entre 1984 et 1991, 2 processus de paix échouent. 8 ans plus tard, le président Andrés Pastrana ouvre de nouvelles négociations. Une zone de 42 000 km² est alors démilitarisée, mais les FARC s'en servent comme base arrière. Les discussions se soldent par un nouvel échec. Manuel Marulanda, je vous ai donné ma parole et je l'ai tenue comme toujours. Mais vous avez trahi ma confiance ainsi que celle du peuple colombien tout entier. En 2002, alors que le gouvernement Uribe initie une guerre sans merci contre les FARC, l'organisation enlève la candidate à la présidentielle Ingrid Betancourt. Elle passera 6 ans en captivité dans la jungle colombienne. Mais en février 2012, les forces révolutionnaires renoncent officiellement aux enlèvements de civils contre rançon. Un pas en avant qui va permettre au gouvernement de Juan Manuel Santos de reprendre les pourparlers de paix 8 mois plus tard. Mais ce n'est que le 24 novembre 2016 qu'un accord de paix historique est signé entre les FARC et le président colombien de l'époque. Le texte a mis un terme à 5 décennies de violence qui ont fait plus de 260 000 morts, 7 millions de déplacés et 45 000 disparus. Et on termine avec ces 54 pages qui ont été vendues 11 600 000 € aux enchères chez Christie's. Pas n'importe lesquelles, ce sont des travaux préparatoires de la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Un document rare et précieux. Marie Berrurier et Marie Cazot. Ce sont des équations ultra complexes, griffonnées à la hâte sur du papier jauni. Un brouillon, mais un brouillon fabuleux, attribué à Albert Einstein. Dans ce document de travail de 54 pages, le célèbre physicien est à la recherche de cette théorie de la relativité qui va révolutionner la compréhension de l'univers. Tout à fait émouvant, je trouve, à la fois de voir cheminer un grand esprit et puis d'avoir dans les mains un objet qui est un bout d'histoire. Ces découvertes, c'était formidable en fait, et ça a toujours une influence sur le monde aujourd'hui. À cette époque, en 1913, Einstein est à Zurich en Suisse. Et avec son collaborateur et confident, l'ingénieur Michele Besso, il tâtonne. Sur les feuillets où Albert Einstein a écrit, on n'a pratiquement que les calculs bruts, que les formules, avec très peu d'explications, très peu de mots en fait. Alors que sur les feuillets où Michele Besso a travaillé, on voit qu'il y a beaucoup plus d'explications. Ensemble, ils sont à la recherche de cette théorie de la relativité qui va faire d'Einstein une superstar. À ce moment-là, Albert Einstein a publié ce qu'il appelle une ébauche de théorie de la relativité générale, mais il n'est pas encore certain qu'il s'agisse de la théorie définitive. Et pour s'en assurer, il doit la tester, cette théorie. Alors, comme le grand physicien jetait tous ses brouillons, l'histoire peut aujourd'hui dire merci à son proche collaborateur. C'est bien grâce à lui si ce précieux manuscrit est parvenu jusqu'à nous. Adjugé ce soir près de 12 millions d'euros,
Il fait le bonheur d'un acquéreur qui a préféré rester anonyme. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue. Restez sur France 24.